Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles du répertoire. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre le chemin que nous avions emprunté la semaine dernière à propos de l'école d'orgue française. Cette école extraordinaire qui, depuis la période classique, depuis le règne du roi Soleil, a inondé toute l'Europe. Et vous allez voir que les choses ont continué bien longtemps après le règne du roi Soleil. Alors je vous propose aujourd'hui d'entrer dans une autre dimension de l'histoire de l'instrument, c'est la période romantique. Alors au XIXe siècle, c'est un moment où l'orgue va véritablement changer d'échelle, de couleur, d'ambition. C'est l'époque où l'instrument va cesser d'être seulement entre guillemets, un pilier de la liturgie et devient également un véritable acteur du paysage musical européen. Et c'est notamment vrai en France, vous allez le comprendre, et notamment grâce à la facture d'orgue. Cette métamorphose est donc l'œuvre de plusieurs grands facteurs, et en effet, par rapport à la période classique, les facteurs d'orgue vont se concentrer dans un instrument plus romantique. Ils vont augmenter notamment la puissance des fonds, ils vont multiplier le nombre de jeux solistes. Vous saviez, dans la période classique, vous aviez ce fameux cornet, là on va en avoir beaucoup plus. L'objectif est très simple, en fait, il faut instaurer une nouvelle poésie, un nouveau discours, avoir un instrument plus expressif. Alors avant Aristide Cavaillé-Coll qui va nous intéresser, il y a d'autres grands facteurs, il convient de les citer parce qu'ils ont été de très grands artisans. Il y a d'abord Doblen et Calinet qui ont été artisans d'une facture plus vigoureuse qui préfigure les évolutions à venir. À Lyon, vous avez Joseph Merklin qui lui va apporter beaucoup d'innovations assez audacieuses, en particulier dans la traction mécanique et la distribution du vent. Dans le sud-ouest, vous avez les frères Puget qui vont d'ailleurs donner une très grande dynastie de facteurs d'orgue à Toulouse. Ils fabriquent des instruments très personnels, au caractère parfois plus sombre, plus intime, très personnel, influencés par la facture ibérique. Et à Paris, vous avez d'illustres maisons comme Stolz Frères ou Krischer qui participent également à cette effervescence. Vous avez également beaucoup d'innovations techniques, je pense notamment à la machine Barker qui va permettre d'assouplir les claviers, et ça va notamment aller de pair avec l'expansion de ces instruments, et notamment avec Aristide Cavaillé-Coll, le patron. Il était visionnaire, presque ingénieur-poète, et lui, en fait, il va réinventer l'orgue comme un véritable orchestre à tuyaux. Les autres, c'était aussi le cas, mais lui va véritablement donner une dimension symphonique à cet instrument. On va y revenir. Il va augmenter la pression du vent, il va créer beaucoup de jeux harmoniques, il va développer les voix célestes, il va renforcer l'expression par la boîte expressive. Même si la boîte expressive existait déjà, ça vient de la facture anglaise, mais lui, il va véritablement pousser ça avec des récits d'une grande richesse. Puget l'a notamment fait aussi, mais effectivement, Cavaillé-Coll étant le plus représentatif de cette école, c'est pour ça que je le mets en avant. Il y a une anecdote qui est assez célèbre d'ailleurs, qui raconte qu'à la tribune de Saint-Sulpice, la première fois qu'il fit entendre le plein jeu de son nouvel orgue, certains paroissiens crurent entendre un orchestre caché derrière les façades à tuyaux. Et c'est pas exagéré, pour la première fois, l'orgue pouvait véritablement chanter. Aristide Cavaillé-Coll a été un immense artisan, il a produit plus de 500 instruments et on retrouve des traces de commandes en Chine, en Amérique du Sud. C'est dire l'influence de cet artiste-là. Et bien entendu, cette facture d'orgue va influencer sur les compositions et sur les compositeurs ainsi que les organistes. Et donc c'est sur ces instruments que va s'épanouir une première grande figure du romantisme. C'est vraiment le fondateur de cette école romantique en France. Il s'agit de César Franck. Alors je parlais de la France, mais il est né à Liège en 1822. C'est un enfant prodige, il suit une formation stricte puisqu'il était destiné, selon son père, à devenir un virtuose de renommée internationale, et il va y parvenir. C'est à Paris qu'il trouve finalement sa voie, notamment à la basilique Sainte-Clotilde, sur un instrument là aussi Cavaillé-Coll. Cavaillé-Coll va y installer un instrument absolument magnifique que Franck considérait presque comme un compagnon spirituel. D'ailleurs, il disait souvent « Mon orgue, c'est mon orchestre ». Et c'est là qu'il va composer une grande partie de ses pièces d'orgue avec un lyrisme très particulier, des harmonies très enveloppantes, un souffle presque mystique. Ses élèves le surnommaient le Père Franck, tant il inspirait affection et respect. Alors dans la pièce que je vous propose d'écouter, puisqu'il faut mettre un petit peu tout cela en musique,
Vous allez comprendre cette vision romantique de la musique d'orgue avec des jeux flûtés qui présentent un fond comme des cordes d'orchestre ou les flûtes de l'orchestre. Vous avez la pédale qui prend, elle, la place du violoncelle et le jeu soliste, ça dépend de ce que vous avez sur la composition de votre orgue, soit un hautbois, soit une clarinette, qui a le thème, c'est un sommet de poésie. Voici le prélude de son prélude, fugue et variation sous les doigts de Michel Bouvard au grand orgue Cavaille-École de Saint-Cernin de Toulouse. Quelle extraordinaire poésie dans cette musique de César Franck, qui a donc fondé, vous l'avez bien compris, cette école romantique d'orgue français. Il a fait toute sa carrière à Paris et c'est lui qui va insuffler cette voix nouvelle dans l'orgue parisien et français. Alors parmi les musiciens profondément marqués par Franck se trouve quelqu'un de bien moins connu, Gabriel Pierné. Il est né en 1863 et c'est un musicien très complet. Il est organiste, compositeur mais également chef d'orchestre. On lui doit notamment la direction de la création du Martyre de Saint-Sébastien de Debussy. Et Pierné est un homme d'une grande curiosité, très éclectique, il est ouvert à toutes les esthétiques, et son œuvre d'orgue est très intime, et en même temps elle est plus lumineuse que celle de son maître, souvent marquée par une grande finesse de ligne. Alors il y a une anecdote savoureuse, Pierné, dans ses jeunes années, fut repéré par Franck, qui déclara à son père « Votre fils deviendra un grand musicien si vous lui laissez le temps de rêver ».
Un conseil que l'on retrouve dans la douceur de ces pages d'orgue. Et dans le morceau que je vais vous présenter, son prélude, vous allez entendre une montée en puissance de l'instrument et son aspect de plus en plus théâtral, comme une sorte de grand crescendo avec une très belle ligne mélodique, vous allez l'entendre. Il peut être utilisé au début d'une célébration, et là on se retrouve un petit peu à la croisée des chemins entre l'orgue d'église et bien entendu cet orgue presque de concert. Voici donc le prélude de Gabriel Pierné. C'était Olivier Latry qui interprétait ce prélude de Gabriel Pierné, très très belle musique, à son orgue de Notre-Dame de Paris, là aussi un instrument sur lequel Cavaillé-Coll a beaucoup travaillé. Mais le romantisme français ne serait pas complet sans sa dimension monumentale, symphonique, je vous le disais en début d'émission, presque architecturale, et cette dimension c'est Charles-Marie Widor qui va l'incarner le mieux. Il est né en 1844 à Lyon et il grandit dans une famille très liée à la facture d'orgue. Son père entretenait les instruments, devinez de qui? Cavaillé-Coll, et c'est d'ailleurs lui-même, Cavaillé-Coll, qui recommande le jeune Widor pour occuper provisoirement la tribune de Saint-Sulpice à Paris.
Le provisoire va durer 64 ans. L'orgue de Saint-Sulpice est tellement immense que Widor le décrivait comme une ville dans la ville. Il y voyait un véritable laboratoire où il inventa la forme de la symphonie pour orgue. Ses œuvres colossales utilisent l'orgue comme un orchestre complet, avec des mouvements lents, des scherzos et des finales absolument éclatants. D'ailleurs, le nom même de certains jeux rappelle l'orchestre. Alors on avait ça dans toute la facture d'orgue, mais là ça prend tout son sens. Toutes les batteries des trompettes, les clairons et bombardes, et bien sûr toutes les familles de flûtes, le violoncelle, etc. Alors là, ce que je vais vous proposer d'écouter, c'est sa symphonie gothique, le final de cette symphonie. Vous allez l'entendre, quelque chose qui est comme une cathédrale de son entre verticalité, lumière et puissance. Et là, c'est Marie-Claire Alain qui va vous interpréter le final de cette symphonie gothique, cette architecture de puissance symphonique. Vous allez l'entendre, une musique absolument merveilleuse.
C'est tout en douceur, tout en rondeur que se termine cet extraordinaire dernier mouvement de la symphonie gothique de Charles-Marie Widor. Et pour terminer, il nous faut évoquer l'un des compositeurs les plus émouvants de cette école française romantique, symphonique, Louis Vierne. Il est né en 1870, presque aveugle, il développe dès l'enfance une sensibilité musicale absolument exceptionnelle. Il est élève de Franck puis de Widor, il devient titulaire du grand orgue de Notre-Dame de Paris et il y restera jusqu'à sa mort qui est restée très célèbre. En 1937, lors d'un récital, il s'effondre à la tribune, frappé d'une crise cardiaque. Alors sa vie fut marquée par des drames, divorces, perte de proches, difficultés financières, et pourtant sa musique irradie une noblesse, une profondeur absolument bouleversante. Sa messe solennelle pour deux orgues est emblématique de cette grandeur liturgique française, un dialogue monumental entre l'orgue de chœur et le grand orgue. Le Kyrie que nous allons écouter en est la parfaite illustration. Vous allez entendre une version made in Saint-Cernin à Toulouse avec Mathieu de Miquel au grand orgue, les chœurs de la Schola Cantorum et votre serviteur dirigeait le tout.
C'est ainsi en apothéose que s'achève ce voyage au cœur de l'orgue romantique français, une école née de la vision de Cavaillé-Coll et de quelques autres grands facteurs, puis magnifiée par des compositeurs comme Franck, Pierney, Widor et Vierne, il y en a bien d'autres, bien entendu, une école qui mêle grandeur symphonique, profondeur intérieure, solennité liturgique, et qui fait de l'orgue l'un des plus grands trésors de notre patrimoine musical. Mesdames, messieurs, j'espère que vous avez passé un beau moment en compagnie de Point d'Orgue. Je vous retrouve la semaine prochaine pour clore toute cette famille de l'orgue liturgique français, de l'orgue à travers l'histoire. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt sur Point d'Orgue.